La parole est à présent à Madame Michèle Meunier, rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, nous vivons là un moment important et à notre manière, nous entrons dans l'histoire de France. Comme toutes celles et comme tous ceux qui, bien avant nous, ont fait le choix, souvent courageux, de s'opposer au conservatisme et d'offrir à leurs concitoyens de nouveaux droits et de nouvelles libertés individuelles et collectives. Inutile de le nier, ce texte a suscité des remous dans la société française, comme à chaque fois qu'une loi de progrès social et sociétal est proposée, ni plus ni moins. Il démontre, s'il le fallait, une forte attente d'un plus grand nombre et une résistance au changement d'une autre partie de la population. Et il en est souvent ainsi en France, dès lors que l'on crée des droits nouveaux, et particulièrement en matière de normes sexuelles ou familiales. On nous dit alors l'effondrement de la société, on nous dit alors la perte des repères, bref, le chaos. Mais, mes chers collègues, nous le savons, il n'en sera rien avec cette loi, pas plus qu'avec les lois précédentes. Je dois d'abord vous dire ma fierté d'avoir participé activement aux travaux parlementaires et contribué en tant que rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales du Sénat à cette avancée historique que constitue l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de personnes de même sexe. Je dois dire aussi le plaisir que j'ai eu à travailler en étroite collaboration avec Jean-Pierre Michel, que je remercie pour la très grande qualité des auditions organisées par la Commission des lois et son président, et le climat serein et toujours respectueux des propos entendus. Nous avons entendu des juristes, des psychiatres, des représentants des collectivités, des responsables des cultes, des membres associatifs, des porte-paroles des familles, des ministres, des experts de l'adoption. C'est ainsi que près de 100 personnes opposées ou favorables au projet ont pu s'exprimer. Je crois, et tout le monde en conviendra, le Sénat a fait son travail dans le sérieux et la complémentarité de celui réalisé à l'Assemblée nationale. On peut donc dire que le débat a eu lieu, l'heure est désormais au vote. Au-delà des éclairages de ces auditions donc nous ont permis, elles ont dressé certaines perspectives complémentaires qui, je pense, mériteront d'être traitées dans un cadre futur de projet de loi sur la famille, et j'y reviendrai. S'il faut entendre et comprendre les points de crispation d'une partie de nos concitoyens et concitoyennes, il ne faut pas pour autant renoncer à avancer lorsque l'on a la conviction qu'un texte est juste et nécessaire, et c'est le cas aujourd'hui. Nous avons entendu de nombreuses contre-vérités, en audition aussi, dans la presse, dans la rue. Permettez-moi d'en corriger un certain nombre et d'y apporter quelques commentaires. Ce texte ne crée pas un mariage gay. En ne créant pas une union civile différenciée selon le profil du couple, ce texte fait entrer tous les couples dans l'universalité du mariage républicain. C'est un choix fort qui s'inscrit dans la lignée des grandes lois qui ont marqué l'histoire de la lutte contre les discriminations dans notre pays. C'est une loi incluante. Nous connaissons la force du droit sur l'évolution des normes sociales. Le PACS avait déjà ouvert cette voie il y a 15 ans. Aujourd'hui, en garantissant aux couples homosexuels des droits identiques aux couples hétérosexuels, l'homosexualité devient une orientation sexuelle possible et non plus anormale, déviante ou dramatique. Notre démarche s'inscrit dans un mouvement international qui invite à la tolérance à l'égard des personnes homosexuelles, toujours gravement menacées dans de nombreux pays. La France, patrie référente en matière des droits humains, s'honore ainsi en rattrapant son retard. Ce texte ne réduit en rien les droits des couples hétérosexuels. Il ne leur enlève rien.
il ne changera pas leur quotidien et n'entraînera pas de bouleversements incontrôlés et irrémédiables dans notre société. Regardons un instant vers nos pays voisins qui ont déjà ouvert ce droit, l'Espagne, le Danemark, la Suède, la Belgique ou encore le Portugal. Et que nous disent ces exemples? Doivent-ils nous faire peur ou nous rassurer? Eh bien, ni fléau, ni calamité ne sont à déplorer. On remarque juste une normalisation des différentes façons de vivre sa sexualité. Alors cessons de craindre le pire et envoyons enfin un message positif à celles et ceux qui n'ont pour seule particularité que d'aimer une personne de leur sexe. Car les personnes homosexuelles dont nous parlons ici, ce sont nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos petits-enfants, nos voisins, nos voisines et tous leurs proches de tous les milieux géographiques et de tous les milieux sociaux. Oui, je le dis, un des mérites de cette loi est de faire sortir l'homosexualité de son statut d'anomalie en prolongement des textes qui ont supprimé son inscription dans les listes des maladies mentales ou de la délinquance. Oui, je le dis, je m'étonne que des personnes, que des familles, que des représentants des cultes, au nom de leur foi religieuse ou de leurs convictions personnelles, se ferment au sort de milliers de jeunes et de moins jeunes qui, jusqu'alors, vivent leur amour dans la clandestinité, subissent la violence et les actes homophobes, voire intentent à leur jour. Celui qui vote contre le droit d'un autre, quelle que soit sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens. C'est Condorcet qui, en son temps, nous disait cela à propos du droit de vote des femmes. Cette phrase se révèle en parfaite actualité avec notre débat. Car ce texte correspond à un véritable projet de société. Une société où chacune et chacun a sa place, quel que soit son sexe, quelle que soit son orientation sexuelle. Il s'inscrit en parfaite cohérence avec la devise de notre République, comme l'ont justement rappelé nos deux ministres tout à l'heure. Ce texte permet aux couples homosexuels de faire famille. Oui, assumons-le, il prend le parti de continuer à dissocier la sexualité de la parentalité et la famille de son strict rapport au biologique. Il sort la famille du fantasme une maman, un papa et un enfant, car cette famille-là n'a jamais véritablement existé de manière universelle. De tout temps, des parents ont mis au monde des enfants qu'ils n'ont pas pu ou pas voulu assumer. De tout temps, des enfants sont nés sans père ou même n'ont eu qu'un seul parent, souvent leur mère. De tout temps, des enfants ont été élevés au quotidien par d'autres personnes que leur père et mère. Et c'est encore le cas aujourd'hui dans de nombreuses familles dites recomposées. En fait, ce qui pose problème, ce ne sont pas ces familles réelles, mais bien cette famille idéalisée, érigée en modèle, cette famille hétéro-patriarcale blanche de préférence et de plus en plus éloignée des réalités. La loi doit donc s'adapter pour que chacun et chacune y soit reconnu et trouve sa place. Soyons confiants pour l'avenir de ces enfants élevés. Soyons confiants pour l'avenir de ces enfants élevés par des couples homosexuels ou transsexuels. Ils ne semblent pas aller plus mal que les autres, sinon qu'ils souffrent du regard discriminant et jugeant qu'on porte sur eux. La loi proposée aujourd'hui permettra de sécuriser la situation de nombreuses familles homoparentales dans lesquelles, actuellement, les deux parents ne sont pas à égalité de droit face aux enfants. L'ouverture au mariage pour des couples de personnes de même sexe permettra enfin d'adopter l'enfant du conjoint et donnera une existence juridique pleine et entière à l'autre parent. Alors, nous a-t-on dit, reconnaître ces familles existantes et insécurisées par l'absence de cadre légal passe encore, mais pas question de permettre l'adoption commune d'un enfant par un couple homosexuel. L'enfant adopté serait plus vulnérable car il a souffert. Il ne faudrait donc pas lui infliger une particularité supplémentaire. Mais de quoi parlons-on? Ces enfants adoptés ne sont-ils pas surtout instrumentalisés dans ce débat? Ces enfants savent qu'ils ont eu une première histoire. Ils savent qu'ils sont nés d'autres parents. Il n'y a pas de mensonge. L'adoption internationale, d'ailleurs, a fait beaucoup pour affirmer publiquement cette parentalité choisie.
Et ce lien a beaucoup interrogé, voire dérangé, mais il rentre peu à peu dans la normalité. Bien sûr, on regarde encore les familles adoptives comme des familles différentes. On leur prédit beaucoup de problèmes, à l'adolescence particulièrement, car elles seraient des familles à risque. Or, si je m'en réfère à des travaux présentés à Nantes en 2008, les écarts sont minimes entre ces enfants qui ont souffert de carences et les autres. Le plus grand risque, à mes yeux, pour un enfant abandonné est surtout de ne pas avoir de famille pour la vie. Non, les enfants adoptés ne sont pas par définition des enfants vulnérables, pas plus que leur famille. Celles-ci rencontrent des difficultés comme toutes les autres familles et y sont peut-être plus sensibilisées, d'où leur tendance à consulter davantage les spécialistes. Mais rassurez-vous, chers collègues, les milliers d'enfants adoptés depuis des dizaines d'années en France vont bien. Alors, avoir 2 parents de même sexe, est-ce mettre des enfants en difficulté? Je ne le pense pas, pourvu que la société change son regard sur l'adoption et sur l'homoparentalité. Et cette loi, justement, se propose d'y contribuer. L'argument avancé est la rareté des enfants à adopter au niveau national et international. Il faudrait donc les réserver davantage, passez-moi l'expression, à des couples hétérosexuels, sous-entendus normaux. L'adoption, mes chers collègues, n'est pas un droit à l'enfant, rappelons-le, mais c'est bien le droit pour un enfant de grandir dans une famille. Et c'est le projet parental qui prime et qui fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de la procédure d'agrément. Et c'est cette même démarche qui s'appliquera aux couples homosexuels qui, jusqu'à aujourd'hui, ne peuvent pas aussi clairement exposer leur projet commun d'adoption, car un seul de ses membres peut être officiellement candidat. La situation de l'adoption internationale est actuellement difficile, car le nombre de postulants et de postulantes est supérieur au nombre d'enfants déclarés adoptables. Même si ce mouvement est assez général au niveau international, nous devons poursuivre nos relations avec les pays étrangers, voire nous doter d'une dimension diplomatique internationale dédiée à la protection de l'enfance. Car je ne peux pas croire, en effet, que le nombre d'enfants en besoin de famille soit si faible au regard des difficultés évidentes rencontrées dans certains pays. On peut, de manière très réaliste, et comme certaines associations le disent, supposer que de nombreux enfants invisibles, car sans état civil, sont en attente de famille dans des orphelinats. À la France de se mobiliser pour aider ces pays à proposer un avenir adapté et décent à ces enfants dans leur pays ou à l'étranger. Beaucoup d'idées reçues ont circulé à l'occasion des auditions et je voudrais y revenir. Je réaffirme ici que les 2 formes d'adoption, plénière et simple, dont notre pays s'est doté, sont pertinentes, car elles répondent à des réalités bien différentes. L'adoption plénière, qui supplante la filiation adoptive et la filiation de naissance, répond aux besoins d'un enfant privé durablement de famille. Le lien de filiation ainsi créé accorde à cet enfant les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout enfant qui serait né du couple. Il en va de même des droits et des devoirs des parents qui inscrivent l'enfant dans leur généalogie. L'adoption plénière n'empêche en rien la recherche des origines. Il serait toutefois intéressant de pouvoir mieux l'organiser pour les enfants nés à l'étranger, à l'instar de ce que propose le CNAOP pour les pupilles de l'État. L'adoption simple, par le fait qu'elle ajoute une nouvelle filiation en plus de la filiation de naissance, correspond principalement à des situations intrafamiliales. On peut raisonnablement penser que c'est cette forme de filiation qui sera la plus fréquente dans les situations d'homoparentalité par la reconnaissance des enfants du conjoint. Les conséquences juridiques qu'elle emporte ne sont toutefois pas aussi larges que celles de l'adoption plénière en termes d'accès à la nationalité ou d'inscription dans la famille. Il est apparu, au niveau des auditions dans ce champ de l'adoption, qu'il devra être pourvu d'une réforme grande qu'on appelle de nos vœux. Et Madame la Ministre, je sais que vous y travaillez et j'y souscris complètement. Les auditions ont aussi été l'occasion d'aborder des questions relatives à l'assistance médicale à la procréation. Il nous faudra, et c'est une évidence, rouvrir ce débat afin de placer ces couples de femmes dans une plus grande sécurité sanitaire et psychologique en leur permettant d'avoir recours à l'AMP en France.
Et cette orientation est en cohérence d'ailleurs avec la proposition du Sénat en première lecture du projet de loi relatif à la bioéthique, voté ici il y a 2 ans. Pour terminer, je vous présente rapidement les amendements adoptés par la Commission des affaires sociales le 20 mars dernier. Le premier porte sur l'article 4 ter, inséré par l'Assemblée nationale et permettant désormais aux couples pacsés d'adhérer à une association familiale reconnue. L'amendement élargit ce droit aux couples pacsés sans enfants, au même titre que les couples mariés sans enfants. Les deuxième et troisième amendements rétablissent aux articles 11 et 14 des mesures de coordination dans les codes sociaux ayant été malencontreusement supprimées lors du passage du projet de loi à l'Assemblée nationale. Le quatrième amendement étend quant à lui l'ensemble des salariés homosexuels, indépendamment de leur situation familiale, mesure de protection introduite à l'article 16 bis par l'Assemblée nationale au bénéfice des salariés mariés ou pacsés à une personne de même sexe en cas de refus de mutation géographique dans un État incriminant l'homosexualité. Cette mesure revêt toute son importance au regard de la situation internationale. L'homosexualité est encore passible de la peine de mort dans 7 pays et est toujours pénalement sanctionnée dans une 60aine d'autres. Rappelons d'ailleurs que la France a récemment, par la voix du Président de la République et de la ministre aux droits des femmes, fait part devant l'ONU de sa volonté d'agir en faveur de la dépénalisation universelle de l'homosexualité. En conclusion, mes chers collègues, je vous invite, en votant ce projet de loi, à vous associer à ce rendez-vous avec l'histoire, car ce texte constitue une nouvelle étape dans la longue marche vers l'égalité. Nous posons là une pierre de plus à l'édifice républicain et franchissons une nouvelle étape sur les chemins longs et sinueux de la lutte contre la discrimination et pour l'égalité des droits. L'amour de la démocratie est celui de l'égalité, disait Montesquieu. N'est-ce pas notre rôle, à nous, parlementaires, nous, élus de la République représentant le peuple français, que de mener à ses côtés la marche vers l'égalité? Je vous remercie. Merci.